voici le Outlander PHEV 2026 qui nous arrive avec plus de batterie, plus d'autonomie, plus d'économie d'essence. Ou du moins, ce sont les prétentions de Mitsubishi. Est-ce qu'ils ont visé dans le 1000 avec ce rafraîchissement du Outlander? On vous dit tout aujourd'hui à plus de millage. Le Outlander PHEV, c'est un véhicule qui est avec nous depuis 2023. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial, le Outlander PHEV? Ben, il y a de spécial que c'est une voiture qu'on achète quand on n'a pas réussi à avoir un RAV4 PHEV. Non, blague à part, le Outlander PHEV, c'est un véhicule qui est quand même très vendu, là, qui s'est vendu aux environs de 10 000 unités et plus même là, par année, je crois, au Québec dans les dernières années. Ça a été très, très, très populaire. Ça a définitivement été le pain et le beurre de Mitsubishi dans les 3-4 dernières années. Un peu moins vrai avec la diminution des subventions, un peu plus vrai peut-être avec le retour des subventions en ce moment. Mais donc, le Outlander, hein, qui a une histoire un peu particulière parce que le Outlander, c'est en fait un Nissan Rogue, mais là, l'Outlander PHEV, lui, a une mécanique Mitsubishi. Et puis là, le Rogue PHEV, lui, c'est le Outlander PHEV, mais ce n'est pas un Rogue qui a été mis PHEV, c'est vraiment le Outlander qui a été renissannifié par la suite. Bref, beaucoup de complexité. Mais là, on parle du Mitsubishi. On va vous parler aussi beaucoup là, de ce qu'il y a sous le capot parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, juste pour refaire l'histoire courte, l'Outlander PHEV, c'est plus un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie qu'un véhicule hybride branchable. Sauce quand même assez différente de Toyota, puisque plutôt que d'avoir principalement une motorisation thermique hybride, comme chez Toyota, où est-ce qu'on a des moteurs dans la transmission, mais tout ça est couplé ensemble, ici on a plus un générateur qui est principalement utilisé là, pour recharger les batteries et ensuite motorisation électrique à l'avant et à l'arrière qui font une traction intégrale et qui font avancer le véhicule. C'est possible là, que le moteur actionne directement les roues là, pour réduire la consommation d'essence sur des longues distances à des vitesses d'autoroute, mais pour posséder un Outlander PHEV 2024, moi-même, là, très très rare qu'on tombe dans ce mode d'utilisation. Là, ça existe, mais plutôt rare, là, plus rare que dans une Chevrolet Volt, par exemple, qui faisait la même chose. Mais l'affaire, c'est qu'on a un 2,4 litres ici, là, qui est un moteur, le World Engine de Mitsubishi Chrysler, moteur qui équipait les fameuses Lancer GTS là, il y a une vingtaine d'années, Dodge Caliber aussi, là, qui était mu par ce 2,4, donc moteur très vieux, pas d'injection directe. Et donc, c'est là que le bas blesse historiquement avec l'Outlander PHEV, c'est que la consommation d'essence de ce moteur-là sur l'autoroute est assez élevée pour deux raisons. Premièrement, c'est un vieux moteur, pas d'injection directe, pas de technologie absolument incroyable. Vraiment, là, on essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis, le fait qu'on ait plus un véhicule électrique à prolongateur d'autonomie, ça induit des pertes supplémentaires. Donc, on a une perte lorsque le moteur actionne la génératrice. Donc, dans cette génératrice-là, il y a une perte de transfert vers la batterie lorsque la batterie acquiert l'énergie. Et ensuite, perte dans les moteurs électriques. Et quand on combine tout ça, ça fait en sorte que les hybrides, avec cette architecture-là, comme le CR-V hybride, qui n'est pas PHEV, là, mais qui a une architecture un peu similaire, ça fait que la consommation d'essence est toujours un peu plus élevée que dans un hybride comme chez Toyota avec une ECVT, là, où est-ce qu'on est capable d'avoir en tout temps un coupage plus direct entre le moteur thermique et les roues. Et donc, l'ancienne version du Outlander PHEV jusqu'à 2025 avait une consommation sur l'autoroute annoncée par Ressources naturelles Canada de 9,2 litres au 100 km, c'est ce que j'ai vérifié. Donc, consommation combinée, là, j'avais regardé EPA, c'était 9 litres au 100. Là, on promet que ça diminue cette année. Donc, en fait, on passe à 8,6 litres au 100 sur l'autoroute, 8,6 litres au 100 en ville, 8,6 litres au 100 combiné. Ça, c'est toujours vrai quand on a épuisé la batterie. Donc, ça a diminué un peu, mais ça reste quand même beaucoup plus élevé que d'autres véhicules. En fait, la consommation sur route de ce véhicule-là est plus élevée que la version non hybride et la consommation combinée est équivalente. Mais pour 2026, Mitsubishi a voulu améliorer ça. Donc, avant, on avait une batterie de 20 kWh. Là, on a une batterie de 22,7 kWh, un peu plus grosse. Ça augmente l'autonomie électrique de 61 à 72 km. Moi, avec la version précédente, parce que j'en possède un, je voyais à peu près 50 km sur l'autoroute, 50-52 km. Puis quand même, beaucoup plus que ce qui était annoncé en ville. Là. On avait fait un test d'ailleurs, on avait fait 80 km
d'autonomie avec l'ancienne version, probablement encore plus ici avec celle-ci. À peu près 18 plus d'autonomie électrique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a augmenté, on va dire, la capacité de décharge de la batterie. Donc, où l'ancien modèle avait 248 chevaux, la puissance maximale était, de ce que j'en comprends, là, limitée par la puissance que la batterie pouvait nous donner. Donc là, on a un peu plus de capacité de batterie, 15 en plus environ, 14 Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la puissance que la batterie peut livrer à un moment donné est beaucoup plus élevée. Et donc, là, on passe à 297 chevaux, environ 300 chevaux, 49 de plus que dans l'ancienne version. Puis ça, on va se concentrer là-dessus là, dans l'essai routier. Je ne veux pas vous spoiler ça, mais c'est vraiment transformatif au niveau du comportement routier. Et l'idée derrière tout ça, c'est que avant, bon, on avait le moteur électrique. Le moteur électrique, le système de transmission électrique a sa capacité. Puis, quand on dépasse ce qu'il demande, parce qu'on demande plus de puissance, parce qu'il fait trop froid pour mouvoir le véhicule là, adéquatement avec la capacité de la batterie et des moteurs, bien là, on tombait en mode thermique. Bien, en ayant plus de capacité de décharge, une batterie plus grosse qui est capable de donner plus de puissance, on est capable de venir maximiser l'utilisation du système électrique et minimiser l'utilisation du système thermique. On vient donc combler là, plus des besoins avec la portion électrique et ça promet plus d'autonomie et une meilleure économie d'essence. On va aller faire le tour après ça là, du véhicule, mais je pense que ça explique un peu là, ce rafraîchissement-là au niveau de la transmission, de la batterie et de la motorisation. J'espère que c'est intéressant. Si vous voulez plus de détails ou si vous aimez ça, ces détails-là techniques, dites-nous-le dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Puis si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez nous le dire aussi. On va maintenant faire le tour là, du Outlander PHEV. Très peu de nouveautés là, au niveau de l'extérieur. On a des nouveaux designs de jantes là, de 20 pouces et de 18 pouces. Là, on est en 20 pouces avec cette version GT aujourd'hui. Sinon, là, c'est quand même assez similaire aux années dernières. Moi, je trouve que dans ces versions-là, trop de chrome à l'avant, c'est aussi une plainte que j'ai sur le mien. On a des phares, comme les phares anti-brouillard, des phares d'autres phares, ça commence à être un peu compliqué au niveau du design. C'est très, là, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'avant. Si on entre à l'intérieur du Outlander PHEV, là, on a un nouvel écran de 12 pouces, donc plus grand là, que l'ancienne version. La disposition des boutons aussi là, est plus simplifiée. Mais ça fait très vieillot. Là. Je vais vous montrer la carte ici, vous voyez, du système de navigation. On dirait vraiment là, un écran de GPS TomTom comme si on était en 2012. C'est vraiment quand même pas super rapide. On ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, là, on ne peut même pas ici utiliser ses doigts là, pour zoomer et dézoomer dans la carte. Donc, très limité. Au niveau du combiné d'instruments, c'est la même chose qu'avant. On va démarrer le véhicule. Donc, on a changé là, le design qui est ici, là, mais c'est essentiellement là, le même écran que par le passé. Là, donc, très peu de différence à ce niveau-là. On a le système de son Yamaha dans la version GT qui est assez bien aussi. Vous voyez là, que le véhicule, il y a une consommation moyenne de 7 litres au 100, 6,9 litres au 100, depuis qu'il a été mis sur la route sur à peu près 2000 km. Donc, il y a probablement une bonne consommation, bonne distance d'autoroute. Mais ce qu'on remarque, c'est que la consommation moyenne électrique est de 24,3 km/h. C'est à peu près 10 de moins qu'est-ce que moi je vois dans mon propre véhicule. C'est sûr qu'il n'y a pas eu l'hiver ici, mais c'est quand même moins. C'est pour ça qu'on a à peu près 13-14 plus de batterie, mais on a 18 plus d'autonomie. Donc la consommation a dû être réduite un peu. L'autonomie affichée aussi là, que je vois est plus élevée que ce que d'à peu près 15-20 qu'est-ce que je remarquerais dans le mien. Donc, à ce niveau-là, vraiment, Mitsubishi semble avoir livré la marchandise. Puis là, je vais vous montrer un petit truc. Dans le Outlander PHEV, il y a moyen de forcer le mode V. Ça ne va pas nécessairement fonctionner s'il fait moins 20 l'hiver, mais en général, c'est un véhicule où même si on choisit le mode EV, il va démarrer le moteur à essence, mais on peut entrer dans un mode qui va un peu forcer là, aller plus loin dans comment on se contraint à rester en mode 100% électrique. Et ça fonctionne toujours dans le 2026. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est un peu caché.
mais finalement, quand on achète les véhicules dans le service là, de livraison, quand on l'achète, ils nous l'expliquent, ou du moins, ils me l'ont expliqué à moi. Donc, on va commencer par démarrer le véhicule en mode accessoire. Donc, on n'appuie pas sur le frein. Donc, vous gardez votre pied hors du frein. On appuie sur le bouton démarrer. Le véhicule démarre en mode accessoire. Et puis ensuite, on va venir forcer le mode V. Si vous voulez là, avoir la conduite à une pédale, d'ailleurs que ça, ce paramètre-là là, n'est pas sauvegardé entre les utilisations du véhicule, vous pouvez aussi peser dessus à ce moment-ci, mais ça ne va rien changer versus le faire plus tard. Et puis là, on va démarrer le véhicule. Et puis, on voit qu'on est en mode EV. Il n'y a pas d'indication comme quoi on est dans ce mode EV spécial-là, forcé. Mais c'est vraiment intéressant. Si ce que vous voulez, c'est maximiser l'utilisation électrique de votre véhicule, surtout s'il ne fait pas extrêmement fort, que vous ne dirigez pas vers un long trajet, vous pouvez faire ça. Fait intéressant aussi, quand on pince sur EV, on a d'autres modes que EV. Donc, vous voyez, il y a normal, EV, save et charge. Donc, normal, il va choisir le mode qui est le plus approprié en fonction de l'utilisation. Moi, ce que je vois, c'est qu'en général, il va favoriser quand même l'utilisation de la batterie, mais il va peut-être transitionner plus facilement vers le mode thermique EV. Bon, c'est assez, on va dire, auto-explicatif. Save, ici, ça, c'est un mode où est-ce qu'on va maintenir l'état de charge de la batterie. Donc, si vous avez déjà de l'état de charge de votre batterie, disons à 75%, vous appuyez sur Save, vous parcourez des longues distances d'autoroute, on va conserver là, à peu près un niveau équivalent. La batterie, évidemment, il y a de la... il y a du freinage régénératif, puis bon, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Ça peut varier de quelques pourcents, mais grosso modo, ça va maintenir le niveau de votre batterie. Et vous avez le mode Charge. Ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas ça vraiment là, dans la plupart des véhicules PHEV. Grosso modo, ce que ça va faire, c'est que, en fait, le moteur thermique va s'activer pour recharger la batterie. Il va la recharger jusqu'à environ 75% là, dans mon expérience. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Donc, si vous êtes à l'arrêt, le véhicule, la batterie est complètement déchargée, vous appuyez sur Charge. On va faire fonctionner le moteur électrique en 45 minutes environ. On va mettre 75% d'état de charge dans la batterie. Si on roule à vitesse d'autoroute et qu'on appuie sur le bouton Charge, ben, on tombe en mode Charge, ça va prendre environ 1h15 là, charger la batterie. Celui-là, je ne l'ai pas testé spécifiquement. Pourquoi on ferait ça? Ben moi, l'exemple que je donnerais, c'est, j'en vois deux. Là. Disons, vous allez à un endroit puis vous allez vouloir avoir accès à la prise 110 volts qu'il y a à l'arrière pour faire fonctionner quelque chose, être en camping ou peu importe. Donc là, peut-être que vous allez vouloir charger la batterie puis vous n'avez pas accès au réseau électrique pour la charger. Ou, ce que j'ai fait une fois, vous avez une panne de courant qui va durer 12 heures, plus que ça. Vous voulez brancher votre frigo. Bon, ben vous démarrez le véhicule en mode EV, peu importe, vous utilisez la prise 110 volts, et puis là, éventuellement, la batterie est déchargée, vous n'avez pas de courant pour la recharger puisque vous avez une panne de courant, vous pesez sur Charge, 45 minutes après, vous avez 75% d'état de charge, et vous êtes bon là, pour utiliser votre véhicule comme une génératrice pendant un autre bon moment. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On n'a pas de prise 240 volts, là, ça reste une prise sans bain. Deux prises, là, mais peu importe. Là. 110 volts, 1500 watts, c'est ça la capacité du véhicule. Mais c'est quand même intéressant. Puis ça m'est arrivé une fois là, que j'avais pas de courant. Puis à 2 h du matin, il y avait des choses dans le frigo qu'on voulait pas perdre dans le congélateur. Je suis allé dehors et j'ai démarré le véhicule, j'ai fait ça. Puis le lendemain, j'ai rechargé la batterie. Et ça a super bien fonctionné. Donc ça, quand même intéressant. Peut-être une des patentes aigugus spéciales du Outlander PHEV. À l'arrière du Outlander PHEV, on a quand même beaucoup d'espace et les sièges peuvent être avancés et reculés. Donc ça, si on veut donner plus d'espace pour la troisième rangée ou dans le coffre, on peut venir ici, comme ceci, avancer les sièges. Ça favorise aussi l'accès à la troisième rangée. Qui est quand même là, assez restreinte. Hein? C'est pour des gens de 5 pieds 2 et moins. Est-ce que je m'aventure à essayer d'aller là? On va essayer de voir. Voilà. Et puis, on va ici, vous voyez, là, quand le siège est reculé, il n'y a absolument aucun espace pour vos jambes. C'est définitivement pas fait pour un adulte. Si vous voyez, là, ma tête, elle est ici. Là, je peux essayer de me transformer en vérin hydraulique pour essayer de compresser le toit puis faire un peu... Non, ça ne fonctionne pas. Donc, vraiment, là, ici, c'est pour une utilisation très occasionnelle avec des enfants.
Écoutez, s'il faut amener là, la tralée de la marmaille et leurs amis au cinéma, ça peut faire le travail. Est-ce qu'on ferait un long trajet comme ça? Non. Puis est-ce que c'est quelque chose que vous voulez utiliser au quotidien? Non. Je pense que si vous voulez utiliser là, une troisième rangée là, disons, à tous les jours, vrai VUS intermédiaire ou les genres de VUS pleine grandeur sur plateforme monocoque, c'est plus intéressant. Personnellement, je trouve que le Grand Highlander, c'est vraiment le roi dans cette catégorie-là. Chevrolet Traverse aussi. C'est vraiment des véhicules qui sont plus appropriés pour ça, qui essentiellement remplacent une minivan. Mais là, c'est assez limité. Au niveau du coffre, là, comme vous voyez, avec la troisième rangée relevée, là, très limité, mais on peut quand même, je pense, entrer là, une épicerie moyenne ici. On peut refermer ici les appuis-têtes. Et puis là, si je fais ça dans le bon ordre ici, on va enlever le cache-bagages. On tire sur la languette numéro 3 et la languette numéro 4. Et puis là, on a beaucoup plus de volume de coffre, quand même assez bien. Seuil de coffre qui n'est pas si élevé que ça là, dans le Outlander PHEV. Mais bon, ça va probablement être la configuration qu'on va voir le plus souvent là, avec la banquette qui est rabaissée. Pour finir, on va vous parler de la situation de recharge ici. Donc, nous avons le port J1772 que vous allez utiliser au quotidien. Le Outlander PHEV 2026 conserve fameux port CHAdeMO qui permet une recharge rapide. Là. Moi, je l'ai essayé 3-4 fois sur un mien, ça fonctionne. Je ne sais pas si ça a peut-être été augmenté un peu là, la vitesse de recharge dans cette version-là. Je vais vous l'écrire à l'écran si c'est le cas. Mais ça, là, c'est voué à disparaître. Et si vous voulez un adapteur CHAdeMO à CCS pour ça, ça existe, mais il y a comme des tweaks là, de communication qui se font là-dedans. C'est des adapteurs extrêmement dispendieux. Donc, évidemment, là, il n'y a absolument aucune raison d'acheter ça pour un Outlander PHEV parce que c'est très limité. Mais moi, dans mon expérience, je dirais que le cas d'utilisation là, du port CHAdeMO, c'est vraiment vous arrêtez dans une halte routière ou un restaurant dans le cadre d'un long voyage, un road trip. Et puis là, vous voyez une des bornes originales, 50 kW du circuit électrique, qui est inutilisée. Et vous avez le temps et vous n'allez pas prendre une place que personne d'autre aurait besoin. Mais là, vous pouvez vous brancher. Si vous chargez à moins là, que, en tout cas, en dessous d'un certain seuil là, sur ces bornes-là, c'est relativement peu dispendieux. En fait, là, c'est ce qui revient le moins cher en termes de bornes rapides. J'avais calculé, là, ça revient à peu près au coût de l'essence. Ça fait que vous ne sauvez rien, mais vous pouvez vous dire « Ah, j'ai fait une recharge rapide dans mon Outlander PHEV. » C'est une petite curiosité, là, une petite affaire qu'on peut faire pour le fun. Mais réalistement, vous n'aurez jamais besoin de ça. C'est vraiment plus si vous voulez le faire. Je pense que Mitsubishi pourrait se débarrasser là, de ce port-là. Si vous voulez avoir la recharge rapide et rendre ça simple, il aurait dû adopter soit un port J1772 et CCS ou maintenant là, avoir là, un port NACS. Au moins, ça aurait donné plus de flexibilité aux gens. Donc, c'est un peu comme une relique du passé puis une petite curiosité qu'on a ici avec l'Outlander PHEV. Nous voici au volant du Outlander PHEV 2026. Et aujourd'hui, là, pour la portion essai routier, on va pas faire ça trop long. On va se concentrer sur les différences entre la version précédente, en fait, jusqu'à 2025, et le modèle 2026 au niveau des impressions de conduite, parce que on a eu là, cette amélioration incrémentale, disons, avec le Outlander. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Plus grosse batterie, plus grande capacité de décharge de la batterie, ce qui permet d'augmenter la plage d'utilisation électrique et de réduire la plage d'utilisation du moteur thermique et ainsi de réduire la consommation. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est au niveau de la puissance. Parce que moi, avec mon 2024, ce que je trouvais, c'est que c'était très inconsistant. Fait que j'ai l'impression que la puissance des moteurs électriques était adéquate, mais dépendamment des conditions, température de batterie et tout, des fois, ça manquait quand même un peu de power. Fait que là, on nous promet à peu près 60 chevaux là, de plus globalement, environ 300 chevaux. Et là, si éventuellement la lumière vient verte, ça va paraître. Parce que là, on a beaucoup plus l'effet de couple instantané des véhicules électriques. Donc là, je suis en mode EV. J'ai forcé le mode EV pour m'assurer de rester en mode électrique. Et c'est beaucoup mieux qu'avant.
pour les Outlander puis Rogue, on va essayer de faire ça vite, là, mais grosso modo, au niveau du comportement routier puis de la suspension, ça dépend vraiment de la version que vous avez puis de la taille des roues. Un Outlander PHEV en roue de 20 pouces comme le GT qu'on a aujourd'hui, ça a un comportement beaucoup plus solide et assuré que les versions en pneus de 18 pouces qui ont quand même beaucoup de flancs et des pneus pas si larges que ça avec un véhicule qui est très lourd à 2200 kg. Ben là, avec les roues de 20 pouces, les pneus plus larges du 255, on a vraiment là, un comportement beaucoup plus assuré, beaucoup plus premium. Ça s'approche un peu, mais c'est pas nécessairement à ce niveau-là, là, mais par exemple, là, le Hyundai Palisade, c'est vraiment, je trouve, un des véhicules architecture transversale qui rend le mieux là, cet effet là, un peu luxueux là, de solidité des VUS allemands. Puis ça, c'est vraiment en contraste avec la version thermique du Outlander qui est anémique, avec 174 chevaux. Là, c'est une motorisation de vidange en 2026. C'est complètement inadéquat. Puis là, quand on embarque dans l'Outlander PHEV, bien, c'est complètement transformé. On peut se mettre en mode Power pour forcer là, une motorisation hybride, démarrer le moteur à essence. Et puis là, on va bénéficier des 300 chevaux. Et puis, on est capable d'aller chercher là, des accélérations beaucoup plus soutenues, beaucoup plus adéquates. C'est vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. L'Outlander, il bénéficie vraiment de ce rafraîchissement de mi-cycle dans sa version PHEV. Ça, je trouve ça vraiment bien. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Outlander PHEV. J'ai passé la semaine avec. Quand même assez différent comme essai parce que c'est un véhicule que je connais bien, l'Outlander. Hein, c'est ce qu'on a à la maison, c'est notre véhicule principal. Qu'est-ce que j'en pense? Bon, je trouve qu'il y a comme vraiment deux aspects là, à notre essai ici. D'un point de vue motorisation, électrification, Mitsubishi a fait on va dire une amélioration incrémentale. C'est pas transformatif du véhicule. L'architecture est exactement la même. Je peux aller dans le détail, là, mais je serais quand même assez convaincu que si on allait regarder dans le détail, on se rendrait compte que beaucoup des composantes de l'architecture sont en fait les mêmes qu'avant. Puis c'est vraiment la capacité de la batterie qui nous limitait. Puis là, en venant mettre cette batterie-là plus grosse, plus de capacité, on transforme le véhicule. On a quelque chose qui est beaucoup plus sain au niveau du comportement routier, beaucoup plus premium. Le Outlander, c'est quand même un véhicule qui veut en offrir beaucoup au niveau du luxe, à un prix plutôt raisonnable. Puis, dans les versions thermiques, là, au niveau de la motorisation, on est complètement à côté de la track. Avec l'Outlander PHEV, avant, on était déjà quand même avec quelque chose de bien. Puis là, on arrive avec quelque chose d'encore mieux. Ça, je dirais chapeau à ce niveau-là à Mitsubishi. Là où ils se sont améliorés, mais ça n'a pas tout changé, c'est au niveau de la consommation d'essence. On fait mieux qu'avant. Puis ce que j'ai perçu vraiment cette semaine, c'est que j'étais beaucoup plus capable de rester. En fait, j'ai passé la semaine essentiellement là, en mode 100% électrique, soit en pressant le bouton EV ou en forçant le mode EV au démarrage. Mais dans tous les cas, vraiment, là, c'était mieux que l'Outlander qu'on a à la maison. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins de démarrage inutile du moteur thermique. Bien réussi. Pour ce qui est du reste, oui, c'est un rafraîchissement de mi-cycle, puis on a comme annoncé en grande pompe là, le modèle 2026, qui était arrivé ailleurs dans le monde là, en 2025. Mais au niveau de la modernisation du véhicule, on a un intérieur, je trouve, qui est encore daté. Le système d'infodivertissement est vraiment daté aussi. Après ça, on a encore le port CHAdeMO. J'avais trouvé un article récemment qui disait en 2014 que Mitsubishi considérait retirer ce port de recharge rapide-là. Il est encore là. Fait que j'ai comme l'impression que Mitsubishi soit des moyens limités ou n'est pas vraiment engagé là, à transformer ce véhicule-là. On sait qu'ils ont des plans pour au moins un modèle là, de véhicule 100% électrique qui devrait être annoncé dans la prochaine année. Donc peut-être qu'on se concentre sur autre chose, mais j'ai l'impression qu'on a comme fait des efforts. On a vraiment là, identifié c'était où que le bas blessait avec ce véhicule-là. Le principal point, c'est la batterie, capacité de la batterie. On a changé ça. Mais le reste, là, oui, on a un écran plus gros, mais c'est vraiment daté au niveau du système d'infodivertissement, puis ça me marque. C'est rare que moi, je remarque ces choses-là. Alexandre, là, sa tête exploserait s'il voyait ça. Moi, je suis plus tolérant, mais là, je trouve que c'est limité. Puis on n'a pas trop rafraîchi l'extérieur non plus. Fait qu'on n'a pas... On vous a
on n'a pas été, je pense, montré là, que c'était un véhicule qui était un peu transformé. D'habitude, on en fait plus pour ces rafraîchissements-là. Est-ce que ça en fait que c'est un mauvais véhicule? Ben non, parce que les Outlander PHEV, là, c'est quand même un modèle intéressant qui se situe entre un VUS intermédiaire et un VUS compact, qui est offert au prix d'un VUS compact avec plus de disponibilité que l'élusif RAV4 Prime. C'est quand même un véhicule que je recommande. Il faut juste être conscient qu'au niveau de la consommation d'essence, ce n'est pas un véhicule Toyota hybride. Mais sinon, on a du luxe, un comportement routier qui est sain, qui est mieux, je trouve, que les produits de Toyota aussi. Là, c'est moins. En fait, là, on va se le dire, là, la sensation là, d'une e-CVT Toyota, c'est vraiment horrible. C'est tellement aseptisé, pas intéressant, rugueux, horrible. Quelque chose de beaucoup plus raffiné ici, qui est encore mieux avec l'Outlander PHEV, avec cette amélioration-là en 2026. C'est définitivement un véhicule qu'on recommande. Vous pouvez aller les voir. Dépendamment de la version, vous allez probablement avoir l'admissibilité aux subventions fédérales pour les modèles les moins chers, mais pas pour les modèles les plus chers qui dépassent la limite de 50 000 $. Et je suis quand même confiant que ça va être un véhicule là, qui est fiable à long terme. Puis avant de finir, je vais vous dire, comme ça fait à peu près 2 ans là, que j'ai le mien, le 2024, si vous aimeriez voir une revue là, après 2 ans de possession, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien avec le mien, écrivez-le dans les commentaires, ça va nous faire plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous voulez voir votre nom dans le générique à la fin des épisodes de Plus de Millage, vous pouvez toujours cliquer sur se joindre, contribuer, voir les épisodes d'avance avant les autres abonnés de la chaîne. Merci toujours d'être là à l'écoute. C'est grâce à vous qu'on peut faire ça ici à toutes les semaines. On se dit à la prochaine.